IOFC, India Ocean Fighting Championship. Salut l'équipe, bienvenue dans Fight Plus, le petit podcast qui t'en dit plus sur les arts martiaux et les sports de combat à La Réunion. Aujourd'hui, on reçoit monsieur Frédéric Rubio, acteur historique des arts martiaux dans l'océan Indien. Donc c'est un grand plaisir, Fredo, pour moi de te recevoir. Les spectateurs aussi de Fight Plus. Comment il est, Fredo? Il est bien, avec un âge qui commence à avancer, mais il est bien, pas de problème. Ok, donc on va aller droit au but. Tu peux te présenter un petit peu, Fredo? Alors, Frédéric Rubio, prof de PS à retraite, spécialiste de sport de combat, mais plus précisément de lutte olympique. Et dans ma carrière, on pourra en parler, de lutte africaine, puisque j'ai fait un gros travail de revalorisation de ce site de lutte traditionnel en Afrique pendant ma carrière. Ok, donc là on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais avant ça, parle-nous un petit peu de Frédéric Rubio quand il était petit. L'accent là, il vient d'où là? L'accent, il vient d'une ville qui s'appelle Bagnères de Bigorre, où le rugby est roi. Donc bien sûr, j'ai commencé à jouer au rugby avec mon frère. On était d'un très bon niveau, hein. Mon frère a joué au Stade Toulousain, j'avais joué en première division à l'époque. Et puis j'ai découvert les sports de combat un peu par hasard en faisant ma formation de prof de PS. Et tout de suite j'ai mordu sur la lutte. Et en mordant sur la lutte, en ayant quelques résultats tout de suite, qui permettaient d'avoir une bonification pour le CAPES, je me suis spécialisé vraiment en lutte olympique. Donc dès le départ, tu étais sur le courant éducatif, performance et enseignement dans ton parcours d'enseignant et de professionnel des activités physiques et sportives? Oui, tout de suite, l'idée de pouvoir enseigner à la fois les sports de contact, puisque j'adorais le rugby et bien sûr la lutte lorsque je l'ai découverte, je me suis rendu compte que le fait de pouvoir toucher l'autre, de pouvoir être au contact de l'autre, de pouvoir s'affronter à l'autre était très très éducatif. Et donc d'où ma spécialité et le fait que j'ai approfondi, disons, toutes mes réflexions à ce sujet-là. Parce que c'est vrai que c'est cette double casquette, professeur de PS, spécialiste des sports de combat, nous qui nous intéresse sur UFC TV. Toi, rapidement, comment tu peux dépeindre l'intérêt éducatif de la pratique des arts martiaux et des sports de combat? Tout de suite, là, je viens d'en parler un peu. L'idée, c'est que les sociétés évoluent et en évoluant, il y a à la fois un aspect individuel qui fait qu'on devient de plus en plus peureux par rapport à l'autre en général, mais également le fait que les sociétés deviennent de plus en plus violentes, on le sait, et lorsqu'on se confronte à l'autre, il y a pas mal de jeunes qui s'opposent à l'autre, mais de façon violente. Or, les sports de combat permettent, de mon point de vue, à la fois de ne pas avoir peur de l'autre et de pouvoir rentrer en contact avec l'autre sans pour cela rentrer dans la violence, quoi. D'accord. Donc c'est ce que les pédagogues appellent l'éducation à l'altérité, aller vers l'autre. Toi, est-ce que tu fais des passerelles entre ce qu'on appelle un sport de combat collectif comme le rugby et les arts martiaux qu'on décrit souvent comme un sport individuel? Quelles sont les passerelles que tu as pu faire en termes aussi d'engagement, d'affiliation avec les autres, les différents groupes que tu as pu rencontrer? Tu as mis en place des passerelles, toi, entre ces deux mondes, finalement? Oui, disons, par l'expérience que j'ai eue moi-même, ça m'a permis de me rendre compte que ce contact-là avec l'autre était riche. Était riche pour à la fois se construire et construire l'autre. Et le rugby, en soi, est très formateur. Et c'est pas pour rien qu'en ce moment, depuis quelques années quand même, les spécialistes de rugby ont été chercher la lutte dans les échauffements, dans les contacts, dans la façon de pouvoir déséquilibrer l'autre. Ces spécialistes de rugby ont été chercher les lutteurs et il est arrivé parfois que de très bons lutteurs jouent également au rugby. Je sais que c'est un peu le cas à Clermont-Ferrand par exemple. Oui, exactement. En plus, ils ont un préparateur physique récemment recruté qui est ceinture noire 3e dan. Et ouais, c'est vrai que la passerelle à Clermont, j'ai déjà été. Il y a une grosse culture du judo. Et avec la culture Michelin là-bas, il y a des grosses passerelles entre les deux mondes, le rugby et le judo et les arts martiaux. Et la lutte aussi, oui. Alors, tu peux nous présenter un petit peu de façon formelle tes différentes réalisations écrites par... réalisations écrites par... Attends, excuse-moi, je vais reprendre. C'est réalisations écrites ou écrites? Fredo, est-ce que tu peux nous présenter tes différentes réalisations écrites, s'il te plaît? Mais rapidement, dès que j'ai fait mes études,
et que je me suis penché sur la lutte en particulier, grâce au fait d'une part que j'ai pu bénéficier d'un stage vacances tout à fait par hasard avec l'équipe de France à l'époque, c'était dans les années 70, hein, c'est très vieux, il y avait Daniel Robin, il y avait Toulotte, et avec cette équipe-là, j'ai compris rapidement en un mois, 2 mois de vacances, ce que pouvait être la lutte, quoi. Et à partir de là, j'avais fait l'écrit, puisque le Tabernac était DTN à l'époque, et que tout le monde connaît dans le milieu de la lutte. Tabernac avait commencé à faire un document sur les contrôles en lutte et les formes de corps. Et moi, j'avais renforcé cette approche-là en écrivant la revue EPS, alors que j'étais étudiant. Et ça s'appelait Les contrôles pourquoi. Et grâce à cette publication, j'étais tout de suite repéré, disons, par le milieu de la lutte, quoi. D'accord, donc c'était ton profil éducation physique qui t'a permis finalement d'accélérer ton intégration à la FFL? Oui, bien sûr, parce que le fait d'écrire n'est pas à la portée de tout le monde, on le sait, quoi. Et quand on fait une formation de prof de PS, ça permet, disons, d'être dans la théorie, et la théorie, elle peut être écrite. Et là, à partir du moment où j'ai passé mon CAPES, à l'époque, j'avais été recherché par la région de Franche-Comté, qui cherchait un CTR. Et au moment de l'examen même, à Vichy, un des responsables de Franche-Comté était venu me chercher pour voir si j'étais intéressé pour devenir CTR de lutte. Et ça a été mon premier poste, CTR de lutte, au niveau de l'Académie de Besançon, où j'ai pu à la fois mener des actions en direction de l'EPS et en direction de la Fédération française de lutte. Alors pour se situer, on est début des années 70. Les débats d'idées sont nombreux dans la profession, entre souvent la collision entre le mouvement un petit peu sportif, le mouvement un petit peu scientifique. Donc il y a de nombreux débats d'idées. Comment tu te situais, toi? Quelles étaient finalement les personnes qui t'influençaient aussi dans le mouvement EPS? Eh bien, c'est vrai qu'il y avait une grosse réflexion à l'époque-là pour que l'EPS devienne une EPS en intégrant la dimension sportive. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque les stages Maurice Baquet, avec le CPS FSGT, le conseiller pédagogique et scientifique de la FSGT, où il y avait une grosse réflexion qui s'appuyait sur les travaux de Piaget, de Vallon. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des schèmes moteurs, par exemple, de la coordination, de la perception en EPS. Et à partir de là, intégrant le CPS FSGT, j'ai mené de pair à la fois cette réflexion qui pouvait apporter un plus à l'EPS et cette réflexion qui permettait de concevoir la lutte de haut niveau d'un point de vue théorique mais scientifique également, quoi. Aujourd'hui, on le voit, il y a toute une réflexion autour du MMA éducatif, autour aussi du MMA scolaire. Pour toi, c'est quoi qui différencie finalement le MMA éducatif du MMA scolaire? Mais pour moi, il n'y a pas trop de différence. Disons que le but, c'est lorsqu'on a affaire à des jeunes, il est essentiel d'être sur un MMA éducatif. C'est-à-dire, je suis là pour que les valeurs du MMA, qui sont des valeurs des sports de combat en général, permettent de donner un plus à l'éducation des marmailles qui sont là, des jeunes qui sont là. Et ce MMA éducatif, naturellement, il doit prendre le dessus sur le MMA scolaire pour que la relation et la continuité se fassent sans problème, quoi. C'est vrai qu'on dit souvent que le MMA scolaire, c'est finalement relier le MMA éducatif aux exigences de l'institution, que ce soit les différentes compétences du socle ou même les finalités de l'EPS. Donc pour toi, aujourd'hui, le MMA éducatif a toute sa place à l'école, a toute sa place aussi dans les clubs en direction des enfants? Oui, tout à fait. Disons qu'on a commencé à parler sur le début de ma carrière en lutte. Je continue à être bien sûr spécialiste de lutte, parce que c'est vraiment le sport qui m'a formé, sur lequel je crois, etc. Mais j'ai toujours été ouvert à toutes les disciplines de sport de combat, quelles qu'elles soient. Ça a été le fait lorsque j'ai débarqué en Afrique en tant que coopérant, où je me suis ouvert à la lutte africaine. Et là, en venant à La Réunion, où je me suis ouvert également à l'approche du MMA. Et il est certain que toutes ces disciplines-là, si elles sont d'actualité, il est important qu'un prof de PS se les approprie pour les rendre éducatives. Et pour cela, il y a un travail très poussé à faire, parce qu'on sait que les sports de combat peuvent être, entre guillemets, dangereux, si c'est fait n'importe comment. Il est hors de question que ça devienne dangereux. Donc il faut tout faire pour que l'éducation soit là, que ce soit en lutte éducative, que ce soit en boxe éducative, et que ce soit bien sûr en MMA éducatif. Donc aujourd'hui, pour persuader les parents d'inscrire leurs enfants au MMA éducatif,
Quels sont finalement les éléments clés à positionner rapidement dans le discours selon toi, au-delà de la sécurité? Au-delà de la sécurité, c'est de se dire quelque part que suivant la nature des enfants, hein, il y a des natures différentes, mais suivant la nature des enfants, il y a des enfants qui ont besoin, pour se construire, d'être en relation avec l'autre et, entre guillemets, de s'affronter dans le sens correct, dans le sens où il ne se passera rien de grave. Mais ces enfants qui ont souvent un surplus d'énergie, qui ont envie de rentrer en contact avec l'autre, et en fonction aussi de la mode qui fait que les enfants voient des vidéos et ont envie de pouvoir s'impliquer dans des sports de combat, il est important que la dimension éducative soit conservée et soit bien maîtrisée pour permettre à n'importe quel jeune de rentrer dans ces activités-là. Donc c'est vraiment ne pas dénaturer l'activité et conserver la dimension de l'opposition et de l'affrontement. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis persuadé que permettre de rentrer en contact avec l'autre permettrait justement à la jeunesse d'aujourd'hui de ne pas être en surplus d'énergie et de ne pas rentrer dans la violence. Mais pour cela, il faudrait à tout prix que l'école fasse son travail en permettant, au niveau des cours de PS et au niveau de l'AS, bien sûr, d'ouvrir au plus grand nombre de jeunes, d'ouvrir ces pratiques-là sur les sports de combat. Bon, je pense qu'on aura d'autres occasions de discuter sur l'aspect éducatif du MMA. Là, on était quand même ciblé sur ton parcours, Fredo. Alors, comment ne pas parler de ton expérience en Afrique? C'est une expérience de plusieurs dizaines d'années. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, ça a été une grande expérience que je continue mais de loin maintenant. Mais disons qu'en débarquant en Afrique en tant que coopérant, censé plaquer un peu les activités olympiques comme la lutte olympique, et j'ai vu ailleurs aussi on plaquait le judo, et j'ai découvert le fait que dans la plupart des pays africains, il y avait un sport de combat qui était axé, qui dépendait du patrimoine culturel, qui étaient les luttes traditionnelles. Mais les luttes traditionnelles étaient réservées, soi-disant à l'époque, au monde rural. Il était hors de question d'en faire une activité éducative. Or, on connaît les conditions africaines sur la façon de pouvoir enseigner le PS. Difficile de croire qu'à chaque capitale et à chaque petite ville et à chaque école en Afrique, il allait y avoir un gymnase avec des tapis, avec des chaussures de lutte, etc. Donc je suis passé de l'idée qu'on peut informer ces pays-là sur la lutte olympique. On peut créer des fédérations, mais pour s'appuyer sur une certaine efficacité, l'idéal était de partir des luttes traditionnelles, et c'est ce que j'ai pu faire en harmonisant toutes ces formes de lutte traditionnelle sous la forme de lutte d'un style qui est dit actuellement lutte africaine. Rappelle-nous juste le contexte. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 30, 35, 40 quoi. C'était dans les années 80? Dans les années 80. Dans les années 80, j'ai été nommé à partir du moment où je commençais à faire ce travail, en particulier au Sénégal. Le fait que j'ai, à la demande du ministre à l'époque, de créer une équipe nationale de lutte olympique à partir des lutteurs traditionnels, j'avais pu détecter dans les écuries qui sont les grands clubs de la capitale africaine et du Sénégal en particulier, de détecter les meilleurs pour les amener à pratiquer la lutte olympique. Et les amenant à la lutte olympique, rapidement j'ai pu avoir des résultats parce que les gars ce sont des guerriers bien entraînés, qui n'ont peur de rien. Et à partir de là, j'ai pu avoir des résultats de haut niveau sur le plan continental, qui fait que, repéré par la Fédération internationale et par la coopération française, j'ai pu avoir un poste d'expert pour l'Afrique et l'océan Indien. D'accord, donc aujourd'hui tu es expert de la Fédération internationale de lutte. Tu interviens aussi dans l'océan Indien avec Vincent Aka. Précise-nous un petit peu quelle est ta mission au sein de cet écosystème, s'il te plaît. Bon, disons, mais il est certain que maintenant, compte tenu de mon âge, je suis à la retraite, mais que j'ai jamais lâché la possibilité pour moi de donner parce que je me fais plaisir à la fois réfléchir, à la fois enseigner, à la fois analyser tout ce qui se fait au plus haut niveau. Et lorsque l'UWW, ou l'équivalent de la Fédération internationale de lutte, me demande de temps en temps de continuer à faire des missions
en collaboration avec Vincent Aka, qui est un jeune lutteur que j'avais détecté à Abidjan et qui est devenu un des plus grands experts de la Fédération internationale. Il va y avoir prochainement les Jeux des îles à Madagascar. Et si la Fédération malgache de lutte me sollicite pour les aider, bien sûr que je vais le faire. Et également, si la Fédération internationale me sollicite pour superviser l'organisation, bien sûr que je vais le faire. Donc là, c'est à court terme, hein, ton départ il est dans quelques jours. Dans quelles conditions ton voyage s'annonce là à Madagascar? Mais ça s'annonce bien pour l'instant, dans la mesure où je vais partir dimanche. Je vais proposer à la Fédération malgache une action de ce qu'on peut appeler stage terminal, hein, en espérant que le travail qui aura été fait en amont aura été un travail performant, et sur un stage terminal sur lequel je vais jouer à la fois sur les filières et sur les schémas technico-tactiques. Je vais faire en sorte qu'il soit au plus haut niveau, parce que j'estime, moi, de mon point de vue, que lorsqu'un pays organise, il doit normalement tout faire pour être au top de la réussite. Paris va organiser les Jeux Olympiques, ce serait normal que Paris rentre au moins dans le top 5. Là, Madagascar va organiser les Jeux des îles, ce serait normal que Madagascar rentre dans la première place, ou soit classé dans la première place au niveau des Jeux des îles. Mais pour cela, il ne faut pas improviser, il faut étudier, il faut bosser, il faut avoir une grosse volonté politique derrière, et tout est possible à Madagascar. Bon, là, le soutien politique, tu l'as du fait que tu aies été missionné. Maintenant, dans les faits, par rapport à ta posture d'expert et ta lecture suite à tes 50 ans d'expérience sur le tapis, quels sont finalement aujourd'hui, parce que quand tu arrives en stage terminal, tu prends forcément des raccourcis en termes de préparation. C'est quoi pour toi les indicateurs de performance aujourd'hui de la lutte de haut niveau? Mais tout d'abord, il y a un bagage technique qui doit être enseigné à partir des tendances de la lutte d'aujourd'hui, de 2023. On ne peut pas enseigner la lutte, ou aussi bien quels que soient les sports de combat, sur la base d'une certaine routine avec des actions qui sont dépassées, quoi. Et pour cela, il est essentiel, de mon point de vue, d'être toujours dans le coup. Et être dans le coup, c'est quoi? C'est observer un championnat du monde, quel qu'il soit, et les outils d'aujourd'hui le permettent énormément. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur les vidéos, de travailler sur les séquences de lutte des championnats du monde, par exemple. Une fois que c'est enregistré, analysé, prendre son temps, voir quelles sont ces tendances justement, et comment, à partir de ces tendances, dire je vais enseigner la lutte sous cette forme-là. Et ce que je déplore souvent, parfois, depuis mes 50 années de carrière, c'est que souvent, lorsqu'on va dans des clubs, on se rend compte que les entraîneurs ont tendance parfois à enseigner ce qu'ils ont eux-mêmes appris, quoi. Or, c'est pas ça le but du jeu. C'est de se dire quelles sont les tendances aujourd'hui, et comment moi, en réfléchissant bien, comment je peux amener le jeune lutteur, le jeune pratiquant de sport de combat, comment je peux l'amener à ce qu'il soit tout de suite dans le bain du combat d'aujourd'hui, quoi. Bon, là, tu positionnes ta méthode, mais tu m'as pas donné d'indicateur. Tu peux nous en donner un au moins? Un axe de travail qui pour toi est vraiment essentiel sur le développement de l'athlète de haut niveau en lutte? Mais disons qu'en lutte, il y a deux styles, hein, le style lutte libre et le style gréco-romain. Dans l'océan Indien, au Jeu des îles, ce sera le style libre, qui permet d'attaquer les jambes, qui permet d'attaquer toutes les parties du corps. Or, on sait que, en soi, ce qui permet de faire tomber quelqu'un et de le maîtriser au sol, c'est d'abord d'agir sur les jambes qui vont le faire tomber, quoi. Et pour cela, le passage dessous, que ce soit dans la position à distance ou à mi-distance, est essentiel. Il est hors de question de venir prendre un bras et croire que je vais faire genre Ippon Sumenage en judo ou genre bras à la volée en lutte. Ça ne va pas venir comme ça, quoi. Il est essentiel de se dire, je vais pouvoir attaquer les jambes, et à partir de quelle distance? Soit à distance même, c'est-à-dire en étant au contact des poignets et des mains et de la tête à distance, soit à partir de contrôles qui sont fondamentaux. Et lorsqu'on regarde le sport de haut niveau, on se rend compte qu'il y a des contrôles fondamentaux qui sont incontournables pour pouvoir attaquer les jambes. D'accord.
Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner, par exemple, à un jeune combattant qui voulait s'engager dans un projet de performance, quel conseil tu pourrais lui donner? Mais il y a plusieurs conseils, tout dépend le niveau là, auquel on s'adresse. Si c'est un niveau de vouloir faire carrière là-dessus, eh ben, tu le sais aussi bien que moi, c'est qu'il faut être capable à la fois de lier les études et la pratique sportive. Ça, c'est un premier point. Mais maintenant, par rapport au sport lui-même, à la pratique sportive elle-même, il est essentiel de mener de pair à la fois l'enseignement et l'apprentissage du bagage technique, aussi bien en tant qu'attaquant que défenseur, parce qu'il faut à tout moment avoir ça dans la tête que lorsqu'on est face à quelqu'un, on est à la fois attaquant et défenseur. Et ça aussi, c'est souvent délaissé par rapport aux enseignements qui se font dans les clubs, quoi. Ensuite, il y a l'idée que la dimension physique est importante. Les sports de combat, ça n'a rien à voir avec le badminton, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que physiquement, il va y avoir une partie à la fois des articulations et une partie musculaire qu'il est important de développer pour pouvoir être au top lorsqu'on s'affronte avec quelqu'un, quoi. Et ensuite vient bien sûr la dimension mentale. Et là, il est essentiel aussi que dans l'affrontement, le jeune lutteur sache que le gars qu'il aura en face de lui est un gars comme lui, identique à lui, et qu'à tout moment, il y a un problème d'émotion et de motivation qu'il faudra qu'il gère. Et il est essentiel que là aussi, il ait le soutien d'un coach pour faire en sorte qu'il puisse progressivement, justement, progresser. Je tenais à te remercier pour la générosité de cet échange, Fredo. Un grand merci. Je te laisse le mot de la fin. Un dernier petit mot, un dernier petit message. Mais le mot de la fin, il va y avoir les Jeux des îles prochainement, la réunion de tous les jeunes de l'océan Indien. L'idéal, c'est et j'espère que ce sera une grande fête pour tous les jeunes de l'océan Indien, parce que ce que j'ai dit là, ça sert par rapport aux Malgaches, puisque ce sont les Malgaches qui vont me demander de les aider, de leur donner un coup de main, comme je peux le faire à La Réunion, comme je peux le faire à Maurice, comme je peux le faire aux Comores également. Donc à partir de là, l'idée c'est de faire en sorte que ce soit une grande fête, et bien sûr que les meilleurs gagnent, parce que, et sachant, en fonction du résultat qui sera obtenu par les uns et les autres, c'est de se dire qu'est-ce que je dois faire pour progresser, et avoir l'aide de coachs qui sont capables à la fois d'analyser et de proposer pour moi-même progresser. Il faut que les jeunes se disent je veux progresser, je veux le prochain Jeu des îles, si j'ai pas eu ma médaille, mais je dois tout faire pour aller la chercher, quoi. Et bonne chance à tous. Un grand merci, Fredo. EOFC, Imperial Seal Fighting Championship. Street fighting.